7h, 9h, Europe 1 matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez le spécialiste des questions de sécurité, Éric Delbecq. Bonjour Éric Delbecq. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Je citerai le titre de l'un de vos livres, Ingouvernable, de l'extrême gauche utopiste à l'ultra-gauche violente, plongée dans une France méconnue. C'est paru chez Grasset en 2019. C'est en lien direct avec le sujet qui nous intéresse aujourd'hui sur Europe 1. La France est-elle prise de démangeaisons révolutionnaires? C'est le vendredi thématique de la rédaction. On est quand même surpris du niveau de violence qui chaque jour s'abat sur la France sous tous les prétextes. Encore hier, pour paradoxalement dénoncer les violences policières. Alors il est tentant d'y voir une radicalisation de la contestation de la réforme des retraites. Mais vous n'êtes pas d'accord avec cette analyse, Éric Delbecq. Alors justement, qu'est-ce qui se passe actuellement dans le pays? Non, je ne suis pas d'accord. Pour une raison simple, c'est qu'on parle de la radicalisation de la contestation des retraites. Alors en fait, que ce sont ces groupes radicaux qui existent maintenant depuis un sacré moment, qui sont de plus en plus, entre guillemets, professionnalisés et qui connaissent une montée aux extrêmes parce qu'ils estiment que c'est le moment, effectivement, d'intervenir au sein de ce mouvement social. Et ils ne font pas du tout couple ni avec les citoyens, ni avec les syndicats. Ils profitent, en fait, de cet événement. Ils agissent en parasite d'un mouvement qui, lui, est fort, est puissant, mais qui, au sens propre, ne s'est pas radicalisé, c'est-à-dire qu'il n'est pas violent. Les syndicats, les citoyens, eux, ne sont pas violents. Alors, je reviendrai sur ce point-là, à cette idée de sorte de groupuscules qui viennent se greffer sur des contestations beaucoup plus vastes, beaucoup plus larges, parce qu'il y a véritablement débat sur ce point-là. Mais est-ce qu'on peut qualifier plus précisément, quand on parle de cette ultra-gauche, Éric Delbecq, cette ultra-gauche qui se convertit ou qui se reconvertit aux méthodes violentes, parce que la violence et l'ultra-gauche, malheureusement, c'est loin d'être nouveau, ça prend racine, on peut dire même dès le 18e, 19e siècle. Qui sont-ils exactement? Quel est leur logiciel intellectuel? C'est un petit peu la confusion qu'on fait, c'est-à-dire qu'on confond aujourd'hui l'extrême gauche et l'ultra gauche. Alors l'ultra gauche est encore à la gauche de l'extrême gauche et surtout ce sont des gens qui ne veulent pas s'intégrer au jeu parlementaire, à la représentation et qui pensent que la violence est la seule technique possible et que le reste du système politique n'a pas de légitimité. J'en veux pour preuve le fait qu'à Sainte-Soline, quand on regarde un tout petit peu des images qui, elles, ne sont pas promues par le camp d'ultra-gauche, on voit bien ce dont il est question, c'est-à-dire des gens qui se comportent comme s'ils étaient de véritables combattants avec tout un attirail. Notamment, je rappelle qu'on a trouvé des haches, quasi des couteaux de guerre et des épées par les gens qui étaient à Sainte-Soline et qui se confrontaient aux forces de l'ordre. On voit bien que là, on est même plus dans l'extrême gauche, on est encore dans autre chose. Et des gens qui, en fait, viennent de l'anarchisme autonome dont le logiciel est basé sur la violence. Ce sont des gens qui sont nés en tant que courant idéologique dans les années 50, 60 en Italie, puis après qui ont prospéré dans les années 80 en Allemagne. C'est ça l'anarchisme autonome, c'est ça la racine idéologique des Black Blocs. On a également des antifas, on a des écologistes dits radicaux qui viennent de l'écologie là aussi dite profonde, qui sont des gens qui ont juré la fin, la mort du système capitaliste et des sociétés telles que nous les connaissons. Donc on voit bien que ça n'a pas grand-chose à voir avec une contestation sociale contre une réforme qui là en l'occurrence c'est celle des retraites. Alors vous dites dans une tribune publiée par Le Point cette semaine, Éric Delbecq, que durant de longues années, cette menace de l'ultra-gauche a été, alors non pas sous-estimée, mais consciemment tenue sous silence. C'est quand même une accusation grave là que vous lancez. Oui, mais je maintiens. Et notamment, elle a été totalement sous-estimée sous les années Hollande, parce que bien évidemment, pour des raisons politiques, ça a arrangé M. Hollande et son gouvernement. En ce moment, on voit beaucoup tourner, j'imagine que vous-même l'avez vu, des auditions parlementaires sur la faillite de la politique de souveraineté énergétique de notre pays, parce qu'il fallait faire des accords avec les Verts concernant le nucléaire. Et on nous parle d'accords de point de table. Eh bien, de la même manière, on a choisi de sous-estimer cette menace parce qu'il fallait faire des accords de point de table avec les forces politiques qui étaient
dirait-on, les plus avancés de la coalition de M. Hollande. Mhm. Et alors, vous les situez où aujourd'hui dans la hiérarchie des menaces sur l'ordre public? Éric Delbecq, Mathieu Vallet, qui est porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police, dans le Figaro hier, disait, c'est quand même assez frappant, ultra de droite comme de gauche, c'est la principale menace pour les années à venir devant le terrorisme djihadiste. Ah ben oui, je suis pas loin de penser comme Mathieu Vallet. Alors moi, je suis toujours un petit peu préoccupé quand même par l'islamisme, mais effectivement, les trois radicalités, en l'occurrence l'ultra-gauche et l'ultra-droite, sont des mouvements, des nébuleuses qui, dans les années à venir, pourraient effectivement nous poser beaucoup de problèmes. Donc oui, la menace, elle est grave, et avec des gens qui n'ont plus trop de limites. Oui. Alors on peut dire qu'il remporte quelques succès, témoin effectivement ses paroles hier à la Maison-Blanche. La question est posée à la Maison-Blanche des violences policières en France et la Maison-Blanche se portant en défense du droit de manifester pacifiquement dans le pays, comme si la France c'était Téhéran d'une certaine manière. Je vous cite aussi le rapporteur spécial des Nations Unies sur les défenseurs de l'environnement, Michel Forst, interrogé par le journal Le Monde hier, jugeant la situation française préoccupante, déplorant que des groupes ultra-violents contribuent à discréditer la cause des militants de l'environnement. Seulement, quand on entend certains responsables politiques en France aujourd'hui, on se demande si véritablement ces groupes d'ultra-gauche sont totalement isolés du reste de la scène politique. Quand vous entendez par exemple Éric Delbecq, Jean-Luc Mélenchon tweeter ce week-end « assez des bravèmes, assez du cirque, il ne se passerait rien à Sainte-Soline, rien d'autre qu'une marche dans les champs s'il n'y avait pas eu de policiers d'une certaine manière ». Oui, c'est le fait que M. Mélenchon et les siens soient des détonateurs de cette violence ne me paraît plus à démontrer. On ne peut pas à la fois, comme pour reprendre les propos de syndicalistes bien connus, on ne peut pas à la fois bordéliser l'Assemblée nationale et puis ensuite se plaindre de la violence. Donc on voit bien effectivement qu'il y a, c'est ce que je disais il y a quelques jours, il y a un binôme entre les gens de la NUPES et plus spécialement les filles, et puis ces gens qui pratiquent la violence. Et de l'autre côté, il y a un autre binôme, lui en revanche légitime, entre les syndicats et les citoyens. Donc bien évidemment que même si M. Mélenchon et les siens ne sont pas responsables de cette violence, que ceux qui en sont responsables, c'est ceux qui la pratiquent, on voit bien qu'ils contribuent à jeter de l'huile sur le feu et que ça répond à une stratégie politique. Ça me semble devenir totalement lisible, on ne peut pas se cacher derrière son petit doigt. Oui. Mais est-ce que comment ça s'articule entre la parole politique et l'action de l'ultra-gauche, l'un se servant de l'autre, ou véritablement il y a une complicité établie entre les deux finalement ? Vous savez, ça s'appelle jouer avec le feu, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y en a du côté du système parlementaire qu'en fait, il contribue à parasiter et à délégitimer au quotidien. Il y a une forme, alors je ne dirais pas bien évidemment d'amusement, mais de plaisir à se dire que finalement, ceux qui pratiquent la violence leur permettent d'exister. Je pense que c'est aussi simple que ça. Alors, surtout quand on est intégré au système parlementaire, de toute façon, on n'a jamais intérêt sur le long terme à souffler sur les braises. Donc je pense effectivement qu'il y a plutôt un opportunisme, une technique, une stratégie de circonstance, mais enfin, ça fait quand même plusieurs années que cette partie de l'échiquier politique imagine que ça aide sa stratégie que de se montrer un petit peu complaisant avec ces gens, voire d'avoir des propos et un comportement politique qui les incite à l'action. Néanmoins, je précise que les gens dont on parle qui sont dans cette ultra-violence n'ont pas trop besoin d'être encouragés. Ils essaient simplement de repérer des tendances, des mouvements sociaux, des occasions qui leur permettent un maximum de les parasiter. Et simple fait, quelque chose de très opérationnel, il faut beaucoup de monde pour qu'on puisse avoir une action à l'intérieur d'une manifestation avec cette technique dite Black Bloc. Merci beaucoup de vos lumières, Éric Delbecq, spécialiste des questions de sécurité. Je redonne le titre de votre ouvrage consacré justement à cette ultra-gauche ingouvernable. C'est paru chez Grasset en 2019. Bonne journée à vous. Merci.